C'est juste qu'il ne faut pas que ce soit la majorité des animaux de l'élevage parce que sinon on ne s'en sort plus. Mais si ponctuellement il y a un animal auquel on tient vraiment et qu'on ne veut pas l'abattre et encore moins le manger, bah écoutez, voilà, je crois qu'il faut respecter aussi ce qu'on ressent. Il n'y a pas de souci. Kisma Koita, salut et merci pour la vidéo. Moi j'ai 5 poulets, un coq, mais je trouve souvent des œufs non fécondés. Alors Kisma, c'est un bon ratio pourtant, 5 poulets, un coq, ça semble bien. Après, là il y a plusieurs choses. D'abord quand vous dites « je trouve souvent des œufs non fécondés », qu'est-ce qui vous fait dire qu'ils ne sont pas fécondés? En fait, c'est le je trouve souvent des œufs non fécondés qui me fait un petit peu tilter. Alors, excusez-moi, peut-être que c'est juste moi qui ai mal compris vos propos, hein, ne le prenez pas mal, mais juste un rappel pour, au cas où. En fait, un œuf, quand on le prend comme ça, on ne peut pas voir, on ne peut pas savoir s'il est fécondé ou pas. De l'extérieur, ça ne se voit pas. Et si on le mire, c'est-à-dire si on regarde l'intérieur avec une lampe, si l'incubation n'a pas commencé, on ne verra pas non plus la différence en fait. Un œuf fécondé ou un œuf non fécondé, tant que l'incubation n'a pas démarré, on ne peut pas voir la différence. Donc si vous vous rendez compte qu'ils ne sont pas fécondés, ça veut dire que vous avez commencé une incubation et qu'au bout de au bout de 48 heures et puis plus, vous mirez et vous vous rendez compte qu'en fait il n'y a rien qui se développe, il n'y a pas d'embryon, l'œuf reste clair. Alors si c'est le cas, effectivement il y a un souci. Alors en fait il faudrait déjà que visuellement vous regardiez votre parquet et que vous vérifiez est-ce que le coq coche bien les poules, autrement dit est-ce qu'il monte bien dessus pour les féconder. Parce que s'il ne coche pas les poules, effectivement, il n'y aura pas de fécondation. Donc les œufs seront toujours clairs. Maintenant, si vous voyez que votre coq coche les poules, et que malgré tout, tous les œufs sont clairs, eh bien, il est possible, il est probable que votre coq soit infertile. Alors soit il est trop vieux, soit il est jeune, mais il a un problème de fertilité, ça peut arriver. Et donc là, si vous voulez avoir des poussins, il n'y aura pas d'autre solution que de changer de reproducteur. Ensuite, Shine of the Moon. Mon coq n'a que 3 mois et il coche déjà mes 8 poules, mais il est déjà fertile à cet âge. Alors écoute Shine, c'est une excellente question. J'aurais tendance à penser que c'est un peu tôt, mais en même temps, s'il a déjà le réflexe de cocher, la question se pose réellement. Mais écoute, je n'ai pas de réponse à t'apporter. Peut-être que parmi les internautes qui regarderont cette vidéo, certains auront des retours d'expérience intéressants concernant cette question. Ça me semble tôt, mais ça me semble tôt aussi pour qu'il coche. La question, est-ce que vous êtes sûr de l'âge? Est-ce qu'il est né chez vous? Vous êtes sûr de son âge? Ça m'intéresse aussi. Si certains d'entre vous ont des réponses, je veux bien les entendre. Papinoun, les bourbonnaises ressemblent beaucoup aux Sussex, pas évident de les différencier. Et c'est aussi une remarque que m'avait fait Mathias de la ferme Arroir. Ce ne sont pas des Sussex sur la photo, quand j'avais mis un post là-dessus. Alors effectivement, elles se ressemblent beaucoup. Et je vais être tout à fait sincère avec vous, j'ai moi-même du mal à les différencier parfois. Quand je vois une photo, je ne suis pas sûre de savoir s'il s'agit de bourbonnaise ou de Sussex. Alors, il y a quand même quelques différences. La Sussex est, me semble-t-il, un peu plus lourde et donc un peu moins élancée. La bourbonnaise est un petit peu plus haute sur pattes. Et au niveau du camail, donc la partie herminée noire, chez la Sussex, je crois que le camail du coq devant se rejoint alors qu'il est plus écarté pour la bourbonnaise. Ça reste des différences assez subtiles. Alors quand j'ai acheté mes bourbonnaises auprès d'un éleveur passionné par les bourbonnaises et qui fait lui des expositions, ces animaux ont des prix, donc je suis sûre que les bourbonnaises qu'il m'a vendues sont dans le standard de la race. Et quand je lui ai posé la question de la différence entre la bourbonnaise et la Sussex, il a écarquillé des grands yeux en me disant mais ça n'a rien à voir. Ok. Bon. Peut-être que j'arriverai un jour à avoir suffisamment d'œil pour être aussi sûre que lui. À ce jour, j'ai moi-même du mal à les différencier. Donc voilà, je comprends que vous trouviez que c'est quand même très très ressemblant et le fait est que ça l'est. Saul Clément, peut-on consommer des poules anciennement parasitées après des soins appropriés? Merci. Excellente question Clément. Alors, en fait, la règle de base, c'est ce que j'avais déjà répondu par écrit, la règle de base, c'est qu'on ne mange que des animaux qui étaient en bonne santé avant abattage. Ça, c'est vraiment une règle à respecter absolument pour des raisons sanitaires assez évidentes. On ne mange un animal
que s'il était en bonne santé avant abattage. Alors maintenant, des poules qui ont été parasitées, ça je dirais, c'est dans la vie d'une poule, être parasitée, ça n'a rien de grave et ça arrivera dans la vie de toutes les poules. Donc une poule est parasitée, elle a été traitée, une fois qu'elle est de nouveau maître de ses parasites, si je puis dire, c'est-à-dire qu'elle ne souffre plus de l'infestation, elle est de nouveau en bonne santé, il n'y a pas de souci. Il n'y a pas de souci par rapport à l'infestation. En revanche, il y a quand même une prudence à avoir par rapport au traitement qui a été donné à la poule. Ça, c'est vrai pour n'importe quel traitement, n'importe quel apport médicamenteux. Il peut y avoir un laps de temps à respecter entre le traitement et la consommation de la chair ou du lait quand il s'agit de mammifères. Donc attention, là, ça dépend vraiment du traitement qui a été fait en fait. Relicom, pour moi c'est inutile de retourner tes œufs en attente, c'est au moment de l'incubation. Ça effectivement c'est quand on attend, quand on met de côté les œufs avant de les mettre en incubation, on attend d'en avoir suffisamment pour remplir l'incubateur et moi je les retourne. Alors effectivement, faut-il les retourner ou non? Ce qui est certain, et Relicom a tout à fait raison, c'est que pendant l'incubation il faut absolument les retourner, ça c'est sûr, pendant que l'embryon est en train de se développer. En revanche, quand les œufs sont en attente avant d'être mis en incubation, j'ai lu plusieurs choses, effectivement, parce que cette remarque m'avait fait me poser des questions. Dans la littérature que l'on trouve, que ce soit ancienne ou plus récente sur le thème de l'élevage, on voit un petit peu de tout. Certains ont des retours d'expérience en disant je n'ai jamais retourné les œufs en attente et j'ai eu 95% d'éclosion. Donc il semblerait que ce ne soit pas d'une nécessité absolue tant qu'on n'a pas démarré l'incubation. Moi je le fais, peut-être un peu par acquis de conscience, mais effectivement, c'est peut-être pas le plus pertinent. Patricia Tornet, qu'utilisez-vous comme lampe pour le mirage? Alors, j'ai pas pensé à vous la prendre ici. C'est une lampe achetée sur Amazon. Pas bien, je sais, j'avoue. Premier prix, hein, je sais plus, mais moins de 10 euros, peut-être moins de 5. Enfin, moins de 5 euros, je crois. Vraiment, Mireuf premier prix et qui fait tout à fait le job. Où avez-vous commandé le système de bagage des poussins et quel diamètre? C'est également une question que m'avait posé Mathias de la ferme Arroir. Alors, effectivement, pour baguer les poussins, j'avais fait une vidéo là-dessus. J'utilise un système qui est très pratique de bagues de bagues élastiques souples. C'est un kit de bagages poussins que j'avais acheté sur le site Vive l'élevage. Je mets du diamètre 7,5 pour les poussins. Le problème, c'est qu'après, quand on veut avoir de nouveau des bagues sans le kit, sans le petit objet qui aide à poser, c'est par 50 à chaque fois et pour une seule couleur. Donc il faut acheter 50 violets, 50 jaunes, 50 bleus. Donc c'est vrai que pour un élevage familial, c'est pas toujours évident. À la limite, je pense que c'est quelque chose que je vous proposerai dans quelques temps parce que moi je vais acheter effectivement en grande quantité. Et si vous avez besoin de 5 bleus, 5 rouges, 5 noirs, à la limite, peut-être qu'on pourra trouver un arrangement. Je veux bien servir de point centralisateur et de voir comment je peux ensuite vous revendre juste la quantité dont vous avez besoin sans que vous soyez obligé d'acheter 50 de chaque couleur parce que c'est vrai que c'est pas évident. Hugues me demande quel est votre code couleur, toujours par rapport à ces bagues. Alors, en fait, mon code couleur, je dirais, il n'a pas grande importance, à chacun d'avoir le sien, mais ce qu'il faut, c'est le noter. Donc par exemple, moi j'avais mis en rouge les poussins que j'ai aidé à sortir. Il y en a 2 que j'ai aidé à sortir. Donc le premier, il a eu droit à sa bague rouge. Et le deuxième que j'ai aidé à sortir, il a eu droit à 2 bagues rouges. De même, j'ai vu que certains poussins avaient commencé à brécher, à sortir de la coquille au moment de la naissance en perçant du mauvais côté. C'est-à-dire qu'ils n'étaient pas du côté de la chambre à air. Ça ne veut pas dire pour autant que je suis intervenue, je les ai laissés faire. Et donc c'est celui-là, je l'ai bagué en violet. Et quand il y en a un autre qui a fait exactement la même chose, qui a bréché à l'opposé de la chambre à air, je l'ai bagué en double violet. L'intérêt pour moi, c'est de suivre leur évolution et de voir si ça change quelque chose. Le fait est qu'à ce jour, je me rends compte qu'en fait, ils sont en parfaite santé et que ça ne change rien. Mais pour le savoir, il faut bien faire le suivi. Donc en fait, voilà, peu importe le code couleur, vous utilisez celui que vous voulez, mais notez-le. Écrivez à quoi correspondent les bagues que vous mettez, sinon ça ne servira pas à grand-chose. Vanipassion, s'il n'arrive pas à faire la poche d'air, est-ce que je pourrais l'ouvrir moi-même? Alors effectivement, c'était dans le cadre d'une conversation sur l'incubateur fait maison et le fait que la poche d'air n'avait pas l'air de se développer. Alors déjà, bon, c'est vrai qu'on peut faire des incubateurs maison, bravo à ceux qui y arrivent. Sachez quand même qu'il faut être précis dans les températures et
et ça joue, c'est très important pour le développement de la poche d'air. Donc la probabilité pour que ça ne fonctionne pas comme on veut quand on fait un petit peu au pifomètre ou au doigt mouillé est quand même très forte. Donc ce n'est pas forcément quelque chose que je conseillerais, même si je suis admirative de ceux qui arrivent à faire aboutir des naissances dans un incubateur maison. Donc Vanipassion, n'hésitez pas à nous dire ce qui s'est passé jusqu'au bout pour votre poussin. Après, par rapport à cette poche d'air qui est directement liée à l'hygrométrie, c'est-à-dire qu'il faut que pendant le développement, il y ait une hygrométrie suffisamment basse pour que l'œuf sèche, entre guillemets, hein, c'est une image, de façon à ce que la poche d'air puisse se dilater. Et cette poche d'air, elle est importante au moment de la naissance pour que le poussin qui commence à sortir perce d'abord cette petite membrane interne et arrive dans la poche d'air, dans la chambre à air, ce qui lui permet d'avoir déjà un peu d'oxygène et de continuer ensuite son éclosion. Donc oui, la poche d'air est fondamentale pour le poussin au moment de la naissance. Alors si la poche d'air est trop petite, le risque c'est effectivement que le poussin n'arrive pas à avoir suffisamment d'oxygène et donc suffisamment d'énergie et de force pour brécher et sortir de l'œuf. Alors bien sûr qu'on peut intervenir, moi il m'est arrivé d'intervenir. Alors là ça nous ferait aller un peu loin, mais sachez juste que toute intervention dans la naissance d'un poussin comporte un risque. Ce n'est pas anodin d'intervenir et c'est même généralement plutôt dangereux. Donc voilà, pour ma part, les seuls cas où je me permets d'intervenir, c'est quand le poussin a déjà fait la première démarche de percer sa coquille et que je vois qu'il est en souffrance parce qu'il a commencé à percer mais qu'il n'arrive pas à faire le tour, ou généralement c'est que le bec est coincé en fait. Le bec est trop sorti, il n'arrive plus à le re-rentrer pour continuer à brécher de l'intérieur, donc là je me permets d'intervenir. Mais voilà, ça reste ma façon de faire. Sachez que toute intervention comporte un risque. Voilà. Écoutez, je crois qu'on a quasiment fini. Je reviens juste pour terminer sur une remarque de Mathias de la ferme d'Arroir qui me disait sous une vidéo, pour le coup, quand j'annonçais que j'allais essayer de visiter des éleveurs, de rendre visite à des éleveurs et de visiter donc des élevages, des façons de faire différentes. Bonne visite d'éleveurs, c'est vraiment super de voir différentes techniques. Oh que oui, c'est exactement mon objectif, de voir différentes techniques, de voir comment font les autres de façon à apprendre, à m'améliorer et être en mesure d'un jour vous recevoir, puisque je vous le rappelle, mon objectif, comme je l'avais annoncé, c'est vraiment de pouvoir recevoir sur place, ici, des personnes qui seraient intéressées pour monter un petit élevage familial. Je reste dans ce domaine, dans ce thème de l'élevage familial. Je ne m'adresse pas aux professionnels, même si je sais qu'il y en a parmi vous, mais l'idée c'est de pouvoir recevoir des familles ou des personnes seules qui souhaitent créer un petit élevage familial, soit de poules pondeuses, soit de canards, soit d'oies, soit de lapins, etc. au fur et à mesure que moi je vais développer tout cela, et de pouvoir partager sur place nos connaissances et puis aider les personnes à se lancer s'il y a un petit blocage au démarrage. C'est vraiment mon objectif, j'espère l'atteindre, c'est aussi pour ça que je continue. Alors je dois dire que je me prends au jeu parce que je découvre qu'il est très intéressant et très agréable d'échanger grâce aux vidéos YouTube, mais je ne perds pas de vue que l'objectif c'est effectivement de faire connaître le développement de ma ferme pour ensuite pouvoir vous proposer un accueil sur place, c'est la finalité. Donc voilà, écoutez, je crois qu'on a fait quand même pas mal de tours, autant sur les poules pondeuses que sur les poulets de chair ou les poulets de race et la reproduction, les incubations. Ça a été très intéressant pour moi de rassembler toutes ces questions, de me replonger dans tout ça. J'espère que nous aurons l'occasion de faire d'autres FAQ, mais il n'y a pas de raison. Je le répète, en live, ça m'est un peu difficile pour des raisons de connectivité et donc de technique en fait, hein. Mais voilà, je garde l'idée quand même. N'hésitez pas à compléter les réponses que j'ai pu apporter sous les commentaires, et si vous avez d'autres questions, eh bien nous remettrons ça dans quelques temps. Merci beaucoup, à très bientôt. Pensez à vous abonner surtout pour ne rien perdre de la suite du développement de la ferme. À très bientôt.